Je vous remercie. Merci au comité scientifique d'avoir retenu cette publication dans les publications phares. Cette présentation a été faite, je dirais le contenu de l'article lui-même a été présenté au plan scientifique dans une communication hier. J'en avais fait part précédemment en disant, je ne sais pas comment, est-ce que je le présente deux fois, du coup c'est un peu surprenant. Et j'ai fait le choix donc de ne pas vous présenter une fin de présentation de type IMRAD et purement scientifique, mais de vous rapporter l'expérience que ça a été de publier du coup dans une revue dans laquelle j'avais moi-même jamais publié, de refaire une présentation dans une dimension un peu chronologique depuis le démarrage du projet jusqu'à sa publication, à travers trois étapes phares qu'on va parcourir ensemble. Donc d'abord un message qui était de dire, alors même qu'on l'a finalement bien valorisé, ce projet il a eu du mal à se réaliser, et si ça devait rassurer certains, on a mis plusieurs années entre l'idée initiale et la première inclusion. Et vous allez voir, j'ai repris à certains égards des échanges de mails, des choses comme ça, pour retrouver ça a posteriori, parce que moi-même, des fois, je ne m'en souvenais pas. L'idée, mon premier échange de mails avec l'auteur qui signera en dernier, qui est Jean-Michel Nguyen, et que vous voyez en médaillon, on a l'idée, le premier échange, le 9 décembre 2011, et on se dit, on va répondre à un appel à projet de l'INCa pour janvier 2012. On répond à une lettre d'intention qui est acceptée, et en fait, le projet total écrit, on le pose en novembre 2012, puisque entre la lettre d'intention et le dépôt définitif du projet, il y a eu plusieurs mois d'aller-retour, etc. Et donc, en novembre 2012, l'INCa nous réécrit, il manque une ou deux pièces administratives. Un an pour poser le projet définitif. Un an plus tard, on se préoccupe d'envoyer à la CNIL. Le projet a été accepté à l'INCa. On a commencé à remaqueter notre projet pour le soumettre et on le pose à la CNIL. À peu près un an plus tard, en fait, on n'est pas en novembre 2014, mais on est en janvier 2015. On se préoccupe de dire, attention, il faut poser dans Clinical Trial, parce qu'on s'était fait avoir une fois précédente, et quand on pose trop tard, c'est pas bien. Donc retenez-le, il faut poser très tôt. Enfin, poser avant de démarrer. On s'en préoccupe en janvier, mais on traîne un peu. On pose en fait à partir de juin, parce qu'on n'est pas toujours très réactif, qu'il y a un maquettage très particulier, des modes d'accès un peu spécifiques. Et en fait, on a un certain nombre d'échanges avec le site sur le design de l'étude qu'on a posée. Et on a vraiment notre numéro que le 1er septembre 2015. Alors, qu'est-ce qu'on a posé ? Je vais vous présenter le projet. Le projet, c'était quelque chose en fait, d'extrêmement simple. Évaluer si le fait de mettre à disposition des médecins généralistes une liste de leurs patients non à jour de leur dépistage pour le cancer colorectal, est-ce que ça augmentait le taux de réalisation des tests immunologiques dits FIT. Donc, on l'a posé ainsi. C'est un essai randomisé en grappe, comme on en fait désormais beaucoup dans notre communauté, mené du 14 juillet 2015 au 14 juillet 2016, auprès de 801 cabinets de médecine générale, qui étaient en fait notre cluster. Les critères d'inclusion, il y a des critères d'inclusion pour les médecins, en fait on les a tous pris, pour peu qu'ils aient une réelle activité de médecine générale, que nous on a caractérisé par le fait d'avoir plus de 100 patients dans la liste de médecins-patients, dans la liste de patients. On souhaitait exclure à travers ça les gens qui avaient un exercice particulier. Les patients, c'était des patients éligibles au dépistage par le test immunologique pour le dépistage du cancer du côlon et non répondeurs après un premier courrier d'invitation. On a fait 3 bras. Un bras dans lequel on a adressé, vous avez ici une copie de la liste, donc un médecin qui reçoit la liste de ces patients qui ne participent pas au dépistage du cancer colorectal. C'était notre bras dit intervention. On avait un bras 2 dans lequel on faisait une intervention qui est couramment faite par les structures de gestion, qui est d'adresser un courrier de sensibilisation aux médecins en leur disant « c'est très important le dépistage du cancer du côlon, pensez à vous mobiliser », des fois en donnant quelques données agrégées sur le territoire. Et dans le bras 3, c'était la pratique habituelle. Le diagramme de flux de l'étude. Sur ce diagramme tel qu'il a été publié dans la revue et qu'il est reproduit ici, j'attire votre attention simplement sur la fin. Donc on avait finalement 1446 médecins généralistes qui participaient. On a inclus en gros 30 000 patients, 10 000 par bras et 455 à 490 médecins par bras. Nos résultats, sur l'outcome principal,
on voit au bout d'un an que la participation, la proportion de patients qui initialement étaient non répondeurs et qui finalement au bout d'un an auront fait le test était légèrement plus importante dans la première colonne. Vous voyez 24%, 25% des patients qui ont participé au dépistage, alors que le chiffre n'est qu'à 20,6% dans le bras pratique habituel. Ce résultat, il est modeste, mais il est statistiquement significatif. On le tourne dans tous les sens, on fait toutes les analyses possibles, on se dit non, c'est robuste, ça tient la route. On va essayer de le valoriser. Le parcours de publication, derrière, on se dit où c'est qu'on publie. Et donc, moi, je me pose la question, c'est un essai randomisé, on a envie de faire des belles choses. Je me tourne donc vers Jean-Michel Nguyen, à qui je dis, on met ça dans quoi? Il me dit, écoute, t'es sûr de ton coup? Personne ne l'a jamais fait? Non, personne ne l'a jamais fait. On a fait une revue de littérature, on a publié notre revue de littérature avant, ce qui s'avérera très important pour dire, on est les seuls dans le monde à l'avoir fait. T'es sûr, on a fait le plus gros essai sur la thématique? Ouais, je suis sûr, là, on a fait le plus gros essai dans la thématique. Lui-même avait bien consolidé l'air du temps. Il me dit, moi, je suis sûr, les tests, ils peuvent nous retourner dans tous les sens. C'est solide. Donc, il me dit, faut faire un New England. Donc, je pose le 1er février 2017 au New England, qui fait accusé de réception de la soumission. Et à 17h34, il me renvoie, ah non, mais attendez, vous nous posez un essai, ça peut nous intéresser. Par contre, il faut nous poser le protocole original, tous les amendements, le protocole tel que vous l'avez déposé au début pour financement, le protocole tel que vous l'avez posé successivement au comité d'éthique, etc. Et votre plan d'analyse statistique. Donc, je leur réponds quelques heures après, mais bon, moi, mon premier document, genre, il fait 39 pages, est-ce que ça peut correspondre? J'aurais bien aimé à l'époque qu'on me dise que j'allais devoir poser ça au moment où j'ai soumis. Je me tourne vers Jean-Michel, je lui dis, t'es sympa, mais tu m'avais pas dit ça qu'il fallait le soumettre après. Donc, je passe 14 jours à faire traduire l'ensemble des protocoles qu'on avait déposés, et je repose 14 jours plus tard. Voilà, je leur ai dit, merci, voilà le protocole. En 8 jours, ils lisent tout ça, ils me répondent, écoutez, c'est intéressant, c'est bien, on l'a fait lire par nos reviewers, c'était pas mal, mais on ne le prend pas. Donc j'étais un peu déçu, je dis, Jean-Michel, tu vois, on a fait comme d'habitude, maintenant on va descendre, et puis on va faire une publi habituelle. Et Jean-Michel me dit, non, t'as lu les commentaires des reviewers? En fait, ils disent que c'est bien. Les reviewers, ils voulaient le prendre. Et en fait, il me dit, non, il ne faut pas trop descendre. Et donc, je relis effectivement les 5 pages de review. Et les reviews étaient assez positives. Donc, il me dit, on descend d'un cran. Alors, un cran, c'est un gros cran quand on passe du New England à la revue d'en dessous, parce qu'on perd 30 points d'impact factor à peu près. Mais bon, on reste quand même à 45. Donc, je le pose le 26 avril. Et là, la review est assez longue, et le 31 mai, je reçois un simple mail. J'étais de mémoire à la journée recherche à Rennes interrégionale, et avec des questions de l'éditrice associée, qui me dit, il y a des trucs, on aimerait bien savoir plus. Donc elle m'écrit le 31 mai à 4h23 heure américaine, sur comment vous avez calculé votre nombre de sujets, pourquoi les périodes d'inclusion, on ne comprend pas tout à fait, c'est un peu confus. Le lendemain, elle me renvoie d'autres commentaires. Non, mais il y a aussi d'autres questions sur les dates. Là, on n'est pas clair. Je me dis quand même, ils ont l'air intéressés. Et donc, je leur réponds quelques heures après, en faisant une réponse à l'éditeur sur notre nombre de sujets, en précisant les réponses aux questions qui nous étaient posées. 1h30 après, elle me dit, oui, bon, ok, on va revenir vers vous avec d'autres questions. Et donc, je sens quand même qu'ils sont bien accrochés. Et là, je me dis... j'espère que j'ai pas trop de trucs dans les semaines qui viennent, parce qu'il va falloir répondre. Le lendemain, elle me renvoie une question, et ça, ce que je veux dire par là, ce qui a été original, et notamment, c'est donc, j'ai pas eu une super review d'un coup, j'ai eu plein de questions préalables pour voir si vraiment, et moi je me suis dit, j'ai compris à travers ça quand même, évidemment que ça les intéressait. Donc je leur explique le lendemain pourquoi en fait effectivement mes inclusions c'est pas vraiment le 14 juillet, c'est en fait le 15 juillet parce qu'en France on travaille pas le 14 juillet. Mais je comprenais pas trop pourquoi. Pour vous dire, en fait ils étaient en train d'éplucher Clinical Trial et ils comprenaient pas comment la coordination des dates. Ils étaient en train de nous rejeter sur le critère qu'on avait inclus avant la validation définitive. Donc ça a été un enjeu important qui expliquait qu'on avait commencé à déposer en juin, on avait toutes les copies d'écran finalement qu'on a pu récupérer de Clinical Trial, pour dire qu'on n'avait pas changé grand-chose, mais qu'on avait répondu à des questions et que le numéro définitif arrivait après, mais que ça aurait été mieux. En fait, ça nous a rendu service qui soit un peu souple, parce que sinon, ce ne serait jamais passé.
D'autres revues, je pense, l'auraient rejeté d'emblée. Finalement, la review complète arrive le 16 juin, et ils nous disent, voilà, on est intéressé à une version révisée, et donc on voudrait la version révisée dans 2 à 3 semaines. Puis quand je vois donc les 30 pages de review, je me dis, bon, va falloir travailler. Je leur réponds donc, oui, on va vous répondre dans le délai imparti de quelques semaines. Et là, l'éditrice qui me dit, excusez-moi, c'était peut-être pas très clair, en fait, c'est pas 2 à 3 semaines, c'est 2 semaines. Donc je vois mes vacances qui se profilent. Puis si je n'avais pas compris, la veille, ils me disent, la veille de la date des 15 jours, ils me disent, bon, on l'attend pour demain, on est d'accord? Donc on était d'accord. Donc c'était bien, parce qu'en même temps, le 30 juin, c'était l'anniversaire de mon mariage avec ma femme, donc on a pu aller, malgré tout, faire quelques festivités, que le 29, j'aurais été plus en difficulté d'être disponible. Derrière, je vois les vacances se profiler, je me dis, bon, c'est bien, ils vont relire ça, ils ont mis 1 mois et demi la fois d'avant, sauf que là, ils ont mis 3 semaines, et donc ils m'ont redemandé une review 7 jours avant mes vacances, avec une deadline pour 8 jours plus tard. Donc j'ai renvoyé mes réponses aux 5 pages d'editing juste la veille de mes vacances, histoire de partir en vacances. Je suis parti en vacances au Canada, j'étais bien content. Le cœur léger, j'ai été voir les chutes du Niagara, et là j'ai reçu, en fait au bout de 2 jours, ok, on pense qu'on va l'accepter. Mais bon, quand même, si vous pouvez encore bosser pendant 3 jours, on a quelques questions sur les tests statistiques, etc. Donc, si vous regardez les semaines, les 3 jours, c'est vendredi à 15h32 aux États-Unis, donc il est 21h en France à peu près. Et là, je me dis, Cédric, j'espère que tes collègues regardent leur portable pendant le week-end, parce que si jamais j'ai des questions où je suis en difficulté, je suis un peu tout seul, quoi. Donc j'ai visité Ottawa, mais j'ai quand même aussi répondu. Et voilà, j'ai posé le lundi. Et en fait, 2 jours plus tard, ils nous ont dit qu'ils l'aient accepté définitivement, ce qui m'a permis de poursuivre mes vacances. Ça, c'est Tadoussac, je regardais les baleines dans le nord du Québec. Mais bon, pour vous dire quand même, ils m'ont réécrit le 2, le 3, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 16, le 17, le 30, avec parfois 4 mails par jour. Parce que le gars qui fait du medical writing, en fait, il reprend tout et il vous redemande des petits P, etc. Finalement, ça a été publié le 5 septembre. Juste dire d'un mot que cette publication, évidemment, c'est moi qui la présente aujourd'hui. Elle a été faite, bien sûr, avec un certain nombre de co-auteurs, avec des gens qui ont traversé le projet, mais qui ont été incontournables. Avec